Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur BFM TV. Soirée exceptionnelle, premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui s'entend sur ce plateau, vu que tout le monde parle, tant les passions évidemment sont déchaînées après cette soirée historique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun parti de gouvernement au second tour. Emmanuel Macron arrive en tête avec 24% des voix, devant Marine Le Pen 21,8%. Suivent François Fillon 19,9% et Jean-Luc Mélenchon 19,3%. Écoutez Emmanuel Macron, Marine Le Pen ce soir. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Un président qui protège, qui transforme et qui construit. Un président qui permette à ceux qui veulent créer, innover, entreprendre, travailler, de le faire plus facilement et plus vite. Un président qui aide ceux qui ont moins, qui sont plus fragiles ou bousculés par la vie, à travers l'école, la santé, le travail, la solidarité. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur, avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il n'a échappé à aucun Français que le système a cherché par tous les moyens, même les plus contestables, à étouffer le grand débat politique qu'aurait dû être cette élection. Ce grand débat va maintenant enfin avoir lieu. Nous étions il y a quelques instants en direct des soutiens, de la soirée de soutien de Marine Le Pen avec Agathe Lambré. Voyons voir comment ça se passe du côté d'Emmanuel Macron avec Mathieu Coache. Alors ici, eh bien, la salle est en train de se vider progressivement. Il y a eu une ambiance très chaude, c'est vrai, au moment du discours. Et puis très vite, eh bien, les sympathisants, les soutiens d'Emmanuel Macron sont partis. Emmanuel Macron qui, lui, va dîner dans une grande brasserie parisienne du côté de la Tour Montparnasse avec son épouse Brigitte Macron et avec ses proches pour fêter cette victoire. Emmanuel Macron, 39 ans, qui devient ce soir le plus jeune qualifié pour le second tour d'une élection présidentielle en France. Il se lance donc dans un second tour inédit en affirmant pendant ce discours sa volonté de rassembler tous les Français qu'il dit vouloir réconcilier pour gagner dans 15 jours. Un discours d'une quinzaine de minutes sans attaque directe à Marine Le Pen, la candidate du Front National, qu'il n'a pas non plus salué lorsqu'il a cité ses 9 adversaires du premier tour. Emmanuel Macron dit vouloir être le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Seul pic que l'on relèvera contre Marine Le Pen. Un discours sur le rassemblement aussi, rassemblement de la classe politique en vue des législatives. Je veux construire une majorité avec de nouveaux visages et de nouveaux talents. Emmanuel Macron qui ajoute cette phrase: je ne demanderai pas à ceux qui nous rejoignent d'où ils viennent. Le message est très clair et il est passé en vue de ce rassemblement avant le second tour. Merci beaucoup Mathieu Coache. Donc avec les soutiens d'Emmanuel Macron ce soir sur BFM TV. Nous poursuivons votre édition spéciale, cette soirée exceptionnelle après le premier tour de l'élection présidentielle. Thierry Arnaud, Anna Cabana sont avec nous. Nous sommes toujours avec Florian Philippot, Rachida Dati et Christophe Castaner nous rejoignent. Bonsoir, bienvenue. Christophe Castaner, pour les régionales, dans votre région, dans le sud-est, vous vous étiez retiré au profit de Christian Estrosi pour faire battre le Front National. C'est un nouveau combat politique face au FN qui vous attend pour ces 15 jours. Oui, vous savez, moi, j'ai jamais hésité entre mes adversaires d'un moment et ceux qui sont pour moi les ennemis des valeurs de la République. Et c'est pour ça que j'avais pris la décision de retirer ma liste et de faire voter Christian Estrosi, parce que je considérais que Marion Maréchal Le Pen était une menace pour ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je pense aujourd'hui la même chose pour la France. Marine Le Pen n'apporte pas de solution. C'est le problème. Le Front National ajoute de la haine à nos problèmes. Et c'est clairement pas la solution qu'il nous faut pour notre pays, qui a besoin aujourd'hui et qui est confronté à un choix simple. Le choix entre deux France, celle de la nostalgie, celle des murs dressés entre les Français, et celle de l'envie, celle du désir, celle de la volonté de redresser la tête pour notre pays. Florian Philippot. Vous êtes du Parti Socialiste? Non, monsieur Philippot. Vous êtes où là?
Là, je suis en marche, vous savez, c'est un mouvement de 230 000 personnes. Vous êtes quand même du Parti Socialiste, vous étiez candidat au Parti Socialiste la dernière fois. J'étais candidat du Parti Socialiste que j'ai quitté. Moi j'ai eu, alors je vais vous dire, ce soir j'ai eu des représentants sur différents plateaux de M. Macron, c'était systématiquement des gens du Parti Socialiste. Donc je crois que les Français vont quand même se rendre compte qu'il y a eu une petite entourloupe et qu'en réalité, on a bien, et là François Hollande va s'exprimer, j'imagine peut-être demain, appelant à voter pour votre poulain, on a une petite entourloupe qui s'appelle en réalité Macron, c'est le premier candidat choisi par les Français. Continuateur de François Hollande et du quinquennat. Et ça, je crois que ça va être intéressant comme débat de second tour. Je ne reviens pas sur les caricatures que vous faites, parce que je pense qu'il va falloir que vous trouviez autre chose comme élément pour convaincre au second tour, notamment de parler de votre projet. Moi, je vais parler de mon projet. Voilà, je vais parler de mon projet et je vais expliquer, et on va expliquer que le projet de Marine Le Pen, c'est celui qui va essayer de nous sortir d'une situation dans laquelle vous nous avez mis en partie quand même, où il y a 6,5 millions de chômeurs, où il y a 9 millions de pauvres, des personnes âgées qui sont obligées de faire les poubelles le soir pour essayer de s'en sortir, et puis un terrorisme islamiste qui est là. Et que ce n'est certainement pas en aggravant les politiques qui sont menées depuis au moins 5 ans qu'on va s'en sortir. Voilà. Je crois que c'est un acquis et qu'on va devoir avoir ce beau grand débat de second tour. Nous allons justement voir ce qui se passe avec les soutiens de Marine Le Pen. Agathe Lambré, vous êtes sur place pour BFM TV. Tout à l'heure, ça dansait. Est-ce qu'il y a toujours du monde autour de vous ? Écoutez, le gros des troupes est parti, mais il reste quelques irréductibles qui sont en train de danser, comme vous pouvez le voir sur ces images de Thomas Boutin, des militants en liesse qui savourent cette première victoire. Ils en sont persuadés. Ils vont gagner face à Emmanuel Macron parce que pour eux c'est un adversaire facile, un adversaire fabriqué par François Hollande. Emmanuel Macron, c'était d'ailleurs l'adversaire que s'était choisi Marine Le Pen pendant toute cette campagne. Elle nous l'a confirmé tout à l'heure. Elle est descendue par surprise, a improvisé un petit bain de foule auprès de ses militants. Marine Le Pen qui, pendant toute sa campagne, a dit préférer ce mondialiste décomplexé Emmanuel Macron au mondialiste honteux de François Fillon. Maintenant, Marine Le Pen le sait, elle doit rassembler, éviter un tout sauf Le Pen. Elle se fait donc rassembleuse dans son discours. Elle a appelé tous les patriotes sincères à la rejoindre, quel qu'ait été leur vote du premier tour, quelle que soit leur origine. Merci beaucoup Agathe Lambré, qui bouge aussi pour éviter de se faire renverser par les danseurs. Rachida Dati, je voudrais savoir ce que vous ressentez ce soir. Est-ce que vous allez faire le 7 mai, vous ? Ce soir, ce que je ressens, moi, je suis triste pour tous les électeurs de droite, tous les militants qui ont fait campagne quand même de manière très difficile. Ça a été une campagne dure pour les militants de droite. Donc d'abord, j'ai une pensée pour eux. Cette élection, elle était imperdable pour la droite. Quel gâchis! Et vraiment, quel gâchis. Donc aujourd'hui, moi, je pense à nos militants et à nos électeurs. J'entendais tout sur un autre plateau disant maintenant, il n'y a plus de droite, plus de gauche, les partis ont explosé. Non, ce sont les dirigeants et les responsables qui ont explosé. Et c'est pas les militants, c'est pas les électeurs. Et la droite et la gauche, ça existe dans notre pays. Donc c'est l'erreur. C'est plutôt François Fillon qui porte la responsabilité de cette défaite. Il l'a reconnu. Et d'autres responsables politiques l'ont admis. Mais on l'avait dit depuis bien longtemps, il fallait rassembler, il fallait ouvrir. Alors maintenant, on va pas refaire l'histoire. Maintenant, ce qu'on doit absolument faire, c'est gagner la campagne des législatives. Le 7 mai, vous ferez quoi, Rachida Dati, pour le second tour ? Non mais si c'est pour dire je vote Emmanuel Macron. C'est la question que je vous pose. Oui, non mais si c'est pour dire je vote Emmanuel Macron pour faire rempart au Front National, on peut le faire, on l'a tous fait, on le fait depuis 2002. À chaque élection maintenant, c'est devenu le leitmotiv, c'est de dire faut faire barrage au Front National. Plus on fait ça, plus le Front National augmente. Il y a une raison. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de devoir répondre en fait aux aspirations et aux préoccupations des électeurs de droite. La gauche ayant été éliminée, vous avez vu son score, la France est majoritairement à droite. Donc la question aujourd'hui, c'est comment Emmanuel Macron rassemble et puis répond véritablement sur des enjeux. Moi, j'entendais le discours de Marine Le Pen ce soir, notamment sur l'Europe. Ça va être un sujet. Parce que quand on voit les scores de Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est bien qu'il y a quand même une majorité dans notre pays qui est contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le sujet européen est une réalité. Et j'allais y venir. Vous m'offrez une transition parfaite. Merci. Oui, exactement, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Regardez deux projections. On va rappeler qu'une Ipsos, je crois, elles vont s'afficher pour le second tour. C'est une photographie à l'instant donné, ça n'a rien de prédictif, bien évidemment, et nous le répétons à chaque fois. Ipsos, 62 Macron, 38 pour Marine Le Pen au second tour. Je crois qu'il y a une deuxième
qui va apparaître. Voilà, c'est Harry 6436. Un premier commentaire. Oui, mais le sujet, c'est le jour d'après. Et après. Oui. Après, Florent Philippot, un premier commentaire sur quoi ces chiffres qui apparaissent, s'il vous plaît. Ce sont des chiffres encourageants de début de campagne de second tour. Voilà, on va pouvoir aller enfin sur les vrais grands sujets, avoir un vrai beau débat de fond, et ça va ne faire que se resserrer. Alors justement, et ce n'est pas anodin, Thierry Arnaud, sans doute, tout à l'heure, Emmanuel Macron, face à ses soutiens, avec beaucoup de drapeaux européens dans cette salle, nul doute, et comme le disait Rachida Dati à l'instant, que ce sera un des, si ce n'est le thème central de ces 15 jours. Oui, effectivement, les thèmes sont assez clairs. Il y aura l'Europe, autour de l'Europe. Il y aura surtout la dénonciation par Marine Le Pen de ce qu'elle appelle la mondialisation sauvage, dont, à ses yeux, Emmanuel Macron est l'incarnation, et face à laquelle elle mettra sa volonté de protéger la France, de protéger les Français, avec la fermeture des frontières, avec potentiellement la sortie de l'Europe et de l'euro si les négociations qu'elle souhaite mener n'aboutissent pas, et à l'issue d'un référendum. Et donc c'est juste de dire, comme elle l'a dit tout à l'heure dans son discours, que le grand débat avec Emmanuel Macron sur toutes ces questions va avoir lieu et que ça va être le cœur de cette discussion. Ensuite, il y aura d'autres aspects plus politiques. Vous avez entendu Florent Philippot tout à l'heure expliquer pourquoi, à ses yeux, Emmanuel Macron était l'héritier de François Hollande. Et ça, c'est un argument qui sera naturellement martelé pendant les 2 semaines qui viennent. Ça ne fait absolument aucun doute. Et puis, vous avez entendu Emmanuel Macron commencer à répondre, à expliquer que lui aussi voulait protéger les Français, mais naturellement qu'il n'avait pas la même définition de cette notion de protection, et revendiquer le patriotisme. Il ne veut pas laisser ce mot de patriote au Front National, et il a opposé ce qu'il a appelé les patriotes à ceux qu'il appelle les nationalistes, en expliquant qu'il voulait incarner les premiers, mais naturellement, il rejetait les seconds. Oui, mais ce qui est très intéressant dans ce duel de second tour, c'est qu'au fond, ces deux-là se sont choisis dès la fin du mois de janvier, au moment où a éclaté le Penelope Gate, et que donc l'avenir politique de François Fillon a semblé un peu compromis. Eh bien, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont regardés et choisis comme les meilleurs adversaires. Et donc, pour Emmanuel Macron, c'est ce qu'il nous a dit, mais pendant toutes ces dernières semaines, un duel et donc un débat face à Marine Le Pen, c'était ce qu'il considérait être le mieux pour lui, dans la mesure où ça lui permettait de faire advenir ce qu'il espère être ce Big Bang, c'est-à-dire cette recomposition, après avoir fait exploser les 2 partis traditionnels que sont les Républicains et le Parti Socialiste. Eh bien, ça le permettait d'avoir en face de lui Marine Le Pen, d'obtenir, si vous voulez, finalement carte blanche pour tout reconstruire et faire ce qu'il a dit, être ce soir une majorité parlementaire. Il en a parlé dès son discours ce soir. Donc on voit qu'il est tout entier tourné dans cette démarche. Et Marine Le Pen, elle trouve qu'Emmanuel Macron, c'est parfait parce que représentant du système qu'elle va dénoncer, pour précisément sur l'Europe, ce que vient de dire Thierry. Et donc on voit bien qu'il va y avoir une intensité dans ce débat qui va être très intéressante. Est-ce que c'était pas un peu trop un speech de second tour ce soir, Christophe Castaner, celui qu'a tenu Emmanuel Macron ? C'est justement la volonté de ne pas changer au soir du premier tour. Il ne s'agit pas de négocier des alliances avec tel ou tel. Il s'agit de poursuivre ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire rassembler des Français qui ne se retrouvaient pas dans la vieille offre politique. Et ensuite, il ne fait pas un discours en fonction de son adversaire. Il n'a pas choisi Marine Le Pen. Il s'est engagé dans une chose. Ce soir. Il a refusé de la citer. Mais il s'est engagé dans une chose, empêcher qu'elle soit en tête le soir du premier tour. Et maintenant, empêcher qu'elle devienne présidente de la France. Et ça, c'est notre objectif. Et nous continuerons sur cela. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas cité ce soir, Christophe Castaner, à votre avis ? Parce qu'il a déjà débattu avec Marine Le Pen à la télévision, c'est adressé à elle. Il a cité tous les candidats qui avaient été éliminés, donc elle n'était pas encore éliminée. Mais je vous promets qu'au soir du second tour, si besoin, il la citera. Florent Philippot, est-ce que ça vous a interpellé, ça, qu'il ne cite pas Marine Le Pen tout à l'heure Non, j'avoue que j'avais du mal à me concentrer sur le discours de M. Macron. Comme beaucoup de Français, je crois. Il n'était pas passionnant et passionné. Mais faites attention, M. Philippot, c'est bien de dire ça, mais ce soir, il a battu votre candidate. Et donc c'est bien que les Français, quelque part, l'ont entendu. J'ai vu, je le félicite de son score, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous remercie de ces félicitations. Vu les soutiens que vous aviez, c'est un minimum que vous avez fait. Vous savez, parce que vous étiez quand même gonflé à l'hélium médiatique, à l'hélium financier. Ça vous l'avez fait régulièrement ici à BFM en étant omniprésent ici. Vous avez fait certaines interviews. Excusez-moi, personne n'est omniprésent ici. Pas plus M. Philippot que vous, en fait.
Non mais aucun candidat. Ne serait-ce que des grands journaux du dimanche qui ont ouvert leur colonne 3 ou 4 fois, Marine Le Pen. Non, excusez-moi, juste parce que c'est très important de le rappeler. Et je le rappellerai autant que nécessaire. Vous avez raison. Il y a une chose qui fait foi, c'est le CSA. Le CSA tient à l'égalité des temps de parole, et c'est ce qui est parfaitement respecté ici. Mais le Front National n'a eu de cesse que de dénoncer le soutien médiatique, le soutien de l'argent, autant de choses qui sont fausses. Mais c'est pas à force de répéter un mensonge, Monsieur Philippot, qu'on en fait une vérité. Vous avez combien de patrons du CAC 40 derrière vous? Mais personne, aucun. Mais arrêtez, Monsieur Philippot. Combien de grands capitaines de presse sont derrière vous? À force de mentir, vous arrivez à vous convaincre. Mais vous ne convainquez que vous. Parlez aux Français. Ça vous gêne, parlez-leur ça va être aussi un grand enjeu de ce second tour. Parlez-leur de la réalité de votre projet politique. Est-ce que M. Macron est un homme libre ou est-ce qu'il est là pour appliquer la politique qui sert les intérêts de certains? Monsieur Macron ça va être un grand sujet. Souvenez-vous de Servier, vous avez été obligé d'enlever votre conseiller santé parce qu'il servait les intérêts d'un laboratoire pharmaceutique. Monsieur Philippot, Monsieur Macron est un homme libre qui ne doit aucun compte à la Russie et aux banques russes qui ont financé son propre parti politique. On n'a toujours pas de banque. Vous devez encore 8 millions d'euros. Vous devez encore 8 millions d'euros. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Vous avez aperçu une image. L'adresse de Monsieur Macron, il y a un banquier qui veut nous prêter, on est preneur. Vous avez aperçu cette image donc en direct. Nous sommes dans Paris, dans le centre de Paris, un convoi de police, de motards évidemment. C'est Emmanuel Macron qui est en train de se diriger vers une brasserie où il va dîner. Vous aviez les images tout à l'heure de la soirée autour des soutiens de Marine Le Pen. Rachida Dati, je voudrais revenir à ce que nous disions tout à l'heure à 23h. C'est quand même historique ce qui se passe ce soir. Il n'y a pas de parti de gouvernement présent au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui est historique, c'est que la gauche était fortement affaiblie et éclatée avant tous les scrutins. Avant que ce soit la primaire, toutes les élections, la gauche était fortement éclatée, ce qui n'était pas le cas des Républicains. Donc on avait un boulevard pour gagner cette élection, forte des militants, forte des électeurs, forte du programme, forte du projet, forte des valeurs. Et aujourd'hui, on se retrouve en dehors, exclu de ce second tour. Vous pouvez imaginer notre détresse quand même. Vous dites ce soir que c'était vraiment évitable et qu'à un moment donné où de mauvaises décisions ont été prises. Oui, ou pas mais c'est une décision collective, on l'a assumé, on a porté et la campagne et le candidat jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on aura un bureau politique demain, ça va être la stratégie pour les législatives. C'est comment on fait campagne, avec qui on fait campagne pour gagner les législatives. Est-ce que c'est le patron de la droite, François Fillon? Est-ce que c'est lui qui doit vous conduire aux législatives? Non, mais c'est pas. C'est important, Rachida Dati, vous le savez, d'avoir une incarnation, quelqu'un de fort qui a imprimé un mouvement. On verra demain, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est faire gagner nos idées, qui sont majoritaires dans ce pays. Ce qui est important, c'est de faire gagner nos électeurs, qui sont majoritaires dans ce pays. Et donc demain, il faut qu'effectivement, on reprenne attache pour mener campagne législative, attache avec la base, arrêter les manœuvres d'appareil. C'est-à-dire qu'on décide des choses avec les militants, puis on les défait dans le dos des militants. Ça, ils ne supportent plus. Ça écœure les militants, ça écœure les électeurs. Donc demain, c'est compteur à zéro et on recommence qu'on gagnera les législatives, je pense. Bonsoir Julien Drey, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Marie Le Guen. Bonsoir. Merci pour votre je suis cerné, présence. Un mot, Julien Drey. Benoît Hamon, Julien Drey, un peu plus de 6% des voix ce soir. C'est un score historiquement bas. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Vous l'analysez comment? Quelle est votre première réaction? Comment vous le comprenez, ce résultat? Disons qu'il y a deux choses. Il y a une campagne qui a été extrêmement difficile. Le candidat Benoît Hamon, qui a eu du mal à trouver sa place dans le dispositif, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'à la fin, il n'a pas été aidé. Il va pouvoir d'ailleurs expliquer que les appels à répétition, à voter utile, à voter Macron, peut-être pas favoriser sa campagne, mais il devra légitimement s'interroger sur la dynamique de sa campagne. Moi, je l'avais dit très vite après la primaire que je pense qu'il se trompait de cible et qu'à force de taper sur Macron et de laisser Jean-Luc Mélenchon développer son argumentation, à un moment donné, on n'allait pas savoir quelle était la place du candidat Benoît Hamon. Mais c'est l'aboutissement aussi d'un comportement pendant tout le quinquennat qu'il a aussi, d'un certain point de vue, payé. C'est la logique de la fronde, hein. Donc il faut respecter l'engagement qu'il a eu. L'homme n'est pas en question. C'est évidemment l'orientation politique telle qu'elle a été suivie. Et il faut maintenant que la direction du Parti socialiste reprenne en main les choses. Comme elle l'a fait, parce qu'il faut que ce que nous représentons, le socialisme de gouvernement, le réformisme de gauche, retrouve sa place. Mais je voudrais juste dire une chose. Alors juste pour commenter une image en direct, c'est Emmanuel Macron qui est en train d'arriver à l'endroit où il va dîner ce soir avec son épouse. On voit des soutiens, sans doute des proches qui sont là pour l'attendre. La suite de cette soirée, donc ces images que vous continuez de vivre en direct avec nous. Juste un mot d'abord, Julien Drey au sujet de... Non, Julien Drey, oui, Jean-Marie Le Guen, pardonnez-moi. Vous dites, à l'instant, vous dites c'est la logique de la fronde. Et en même temps, Benoît Hamon, il a gagné la primaire.
Oui, mais dans des conditions d'ailleurs où effectivement il y a eu un appel au-delà même de ce qu'est l'électorat socialiste à tout un tas de gens, sans doute de gauche, peut-être pas toujours, qui surtout voulaient mettre en question justement la gauche de gouvernement. Et donc dans une primaire qui était un peu étroite, il s'est trouvé des circonstances où il a été récompensé. Et puis notre logique, le propre discours qui a été le nôtre, y compris d'ailleurs tous les événements que l'on a connus, y compris la possibilité pour l'idée des primaires, qui n'était absolument pas évidente. On aurait pu tout à fait, avec François Hollande, se les éviter. Tout ça a été la logique qui s'est installée depuis le début du quinquennat de François Hollande, une logique de gens qui n'ont jamais accepté véritablement que la gauche de gouvernement mène sa politique. Donc nous sommes dans cette situation et on voit où cela nous mène. Là où j'ai été choqué par la phrase de Benoît Hamon, alors que je suis d'accord avec Julien Drey, c'est pas la personne qui est en cause, mais quand il dit c'est l'échec du Parti socialiste, non, c'est le sien et c'est surtout celui de son orientation politique, qui est une gauche qui refuse finalement de se colter avec la réalité des rapports de force et des problèmes dans la société. Voilà, on en est là. Alors, est-ce que le Parti socialiste peut rester ce qu'il est ? Non. Il y a une autre gauche qui est un peu telle que vous la décrivez ce soir, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, et cette gauche-là, elle fait plus de 19%, donc elle existe. Et cette gauche-là, elle a déshabillé Benoît Hamon, c'est-à-dire que l'électorat socialiste s'est porté en partie, et d'ailleurs des responsables socialistes ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son score, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi d'un apport d'électeurs et parfois d'élus, de responsables du Parti socialiste. Et puis, dans le même temps, les gens perdus pour perdus se sont dit, finalement, comme Jean-Luc Mélenchon a été assez brillant dans la fin de sa campagne, avec un narratif qui n'avait plus rien à voir avec la gauche extrême qui était tenue dans son programme, eh bien, les gens se sont dit, finalement, on va se faire plaisir, puisque de toute façon, le candidat du Parti socialiste n'est pas en situation de peser sur la situation politique. Voilà. Une question pour tous les trois. Quoi qu'il arrive, Rachida Dati, le lendemain du 7 mai, vous serez dans l'opposition ? Que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen élue ? Mais non, mais le lendemain du 7 mai, on verra la majorité ensuite qu'on aura à l'issue des législatives. C'est les législatives qui donneront le ton, la ligne politique et la conduite de la France. Donc entre le 8 mai... La majorité et l'opposition, je crois qu'on va être d'accord, c'est que la majorité et l'opposition naissent des élections législatives. Oui, bien sûr. Autre chose est la majorité présidentielle. J'entends bien. Vous aviez compris ma question aussi, qui était plus idéologique que pratique politiquement. Non, mais j'ai bien compris qu'entre le 8 mai et le 18 juin, on va être dans une période un peu transitoire en attendant les législatives. Julien Drey, je vois sourire. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas... Moi, je souhaite que le Parti socialiste soit partie de la majorité présidentielle, moi aussi. Comme de la majorité législative. Je souhaite qu'il y ait une majorité progressiste. Mais c'est pas joué d'avance. Non, c'est pas joué d'avance. Il va y avoir un débat, on le sait. Bien sûr. Y compris peut-être même avec, je dirais... mais il va y avoir un débat avec la droite aussi. Voilà. Il y a des élections qui viennent. Mais moi, je considère que désormais... Parce qu'il y a deux lectures possibles de ce qui vient de se passer. La première lecture, c'est de dire la France est divisée en 4. Bon, il y a 4 blocs, etc. Mais il y a quand même, ce que j'apprenais dans les livres d'histoire et qu'on a appris tous, il y a quand même une France de la réaction et une France du progrès. Donc il y a quand même 2 blocs majoritaires qu'on va retrouver, qui existent, qui sont reconstitués dans des situations difficiles, mais qui existent aujourd'hui. Et contrairement, j'étais ici au début de la campagne électorale, et les uns et les autres, vous nous annonciez une déroute historique pour toute la gauche. C'était d'ailleurs une élection qui devait être triomphale pour la droite. Oui. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'a dit Anna Cabana. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Non, mais elle refait l'histoire, parce que moi je suis d'accord avec vous. Voilà, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et surtout, faisons attention, les thèmes qui ont été mis en avant dans cette campagne, les questions sociales qui sont venues au détriment de tout ce qui était les questions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sur l'identité, etc. C'est fondamental qui s'est imposé dans cette campagne. C'était un peu confus quand même. Mais malgré tout, je m'excuse, il y a une France progressiste et c'est plutôt positif. Et ce soir, moi, alors que nous avons subi, je reconnais, une défaite électorale, du point de vue de mon pays, je trouve que les choses ne sont pas si mal engagées. Anna Cabana, vous avez refait l'histoire ou pas alors ? Que je comprenne ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Non, c'est parce que je voulais réagir aux propos tout à l'heure où j'ai pas pu réagir. Comme c'était 20 minutes plus tôt, c'était une autre histoire. Non, c'est quand Anna Cabana dit on a installé le duel Le Pen-Macron dès le départ. C'était pas vraiment le cas. Si on fait les éditoriaux, vous allez le faire. Je vais arbitrer donc. J'ai dit que Macron et Le Pen s'étaient choisis comme les meilleurs des adversaires. C'est-à-dire que ça fait depuis que François Fillon a été frappé par le Penelope Gate, chacun des deux s'est regardé comme un très
très bon adversaire de second tour en repérant ce qu'étaient les faiblesses de l'un et de l'autre. Voilà exactement ce que j'ai dit. Je n'ai dit que ça. Je vais saluer Rachida Dati, merci d'avoir été avec nous, parce qu'il y a Eric Woerth qui est en train d'attendre et qui va s'installer. Julien Drey. Si vous me permettez, sans trahir de secret, je ne suis pas du tout convaincu de ce que vous dites. Voilà, je crois qu'Emmanuel Macron, de ce que je crois savoir, aurait bien affronté François Fillon aussi avec plaisir. Juste un mot sur les images, Thierry Arnaud, de ce qu'on voit Emmanuel Macron qui a rejoint ses proches. Maintenant, Emmanuel Macron entouré de proches, entouré d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, boire du champagne et fêter son succès au premier tour. Il est parfaitement légitime de s'accorder un moment de détente après une bonne performance comme celle qui a été la sienne, mais on n'est qu'au soir du premier tour. Et je ne suis pas convaincu que ces images envoient un bon message. Je pense que quand on est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, on bosse. Parce qu'il y a un deuxième tour qui arrive. Les images, c'est vous qui les prenez, et lui, il va dîner, ce qui est pas illégitime, objectivement. Je vois bien l'ambiance qui est en train de se créer, et voilà, tout d'un coup, on lui dit, ah bah, il faut pas faire ça, faut pas faire ci. Moi, je vais vous dire une chose. Quand même, je vais dire une chose. Moi, je le dis en toute honnêteté. Voilà, vraiment. Parce que j'ai vu les choses. D'abord, je salue la performance, et je le dis honnêtement, la performance d'Emmanuel Macron. Il est parti avec rien, avec un bout de couteau et 3 copains. Il a quand même porté quelque chose dans cette élection, courageusement. Il avait quand même, à un moment donné, je regardais tout le monde contre lui, même y compris les gens qu'il n'aurait pas dû avoir contre lui, si vous voyez ce que je veux dire, dans ma famille politique. Voilà, il s'est passé quelque chose. Bon, il s'accorde un moment de détente, mais je crois que... Personne ne conteste qu'il se soit passé quelque chose. Je crois connaître assez bien Emmanuel Macron. C'est plutôt quelqu'un de sérieux, et je pense qu'à partir de lundi matin, il va pas dire ça y est, l'affaire est pliée. Il aura un débat de deuxième tour difficile avec Marine Le Pen à la télévision. On voit bien à peu près la thématique qu'elle va essayer d'employer, qu'il est le candidat des élites, du mondialisme, etc. Je suis très triste, je vous le dis honnêtement, très très triste ce soir du comportement de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas son habitude. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai travaillé pendant 20 ans. Alors juste pour rappeler les faits aux gens, il conteste les résultats ce soir, attend les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, en tout cas, ne donne pas de consigne de vote pour le second tour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui parce que, je l'ai dit, qui ne sont pas forcément convaincus par son programme, mais parce que quelque part, il était plus identifié comme étant le candidat flamboyant de la gauche, qui vont être très déçus aujourd'hui de voir qu'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Je trouve, si vous voulez mon avis personnel, qu'il est, avec ce comportement ce soir, il gâche bêtement, et je m'excuse d'employer ce terme-là, avec tout le respect que je lui dois, une belle campagne politique. Bonsoir Eric Woerth. Bonsoir. Je suis content de vous voir parce que je vais pouvoir vous demander des précisions sur cette phrase que j'ai lue ce soir, qui vous est prêtée. Vous auriez dit ailleurs, ce n'est pas la défaite de la droite, c'est la défaite de François Fillon ce soir. Est-ce que vous confirmez cette phrase? Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer ce que vous avez voulu dire? Je voulais dire exactement ce qu'il a dit. En quoi c'est étonnant? C'est ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit dans sa propre déclaration. Non, la question que je vous pose entre eux, Eric Woerth, c'est de savoir s'il porte une responsabilité bien sûr, en tant que responsable politique à travers sa campagne. C'est ça. Mais bien sûr, François Fillon a été... il n'a pas pu faire campagne. Il a été empêché de faire campagne par les affaires. Il s'est empêché aussi. Peut-être, en tout cas, il a été empêché par les affaires. À un moment donné, excusez-moi. Et pas simplement lui. Attendez, laissez-moi dire, je vais être gentil, mais laissez-moi dire un mot. Parce que, je vous laisse. Voilà. Ça m'intéresse de savoir Nicolas Sarkozy. Il a été empêché de faire campagne. C'est pas la droite qui a été battue, c'est l'incapacité que François Fillon a eue de porter sa propre campagne pour une raison assez simple que tout le monde a vue et dont on a parlé pendant des milliers d'heures dans chacun de vos studios. C'est ça la réalité. Le débat a été totalement tronqué. D'un côté, on a eu Benoît Hamon qui s'est perdu dans des circonvolutions de gauche qui n'aboutissaient nulle part, oubliant complètement qu'il y avait une social-démocratie et que Manuel Valls représentait quelque chose, donc laissant totalement un champ libre. Et puis de l'autre, le candidat de la droite et du centre, englué dans des affaires, alors qu'on aurait dû être dans un débat de fond. Ça donne Emmanuel Macron. Voilà, c'est assez simple à résumer comme ambiance. J'apporterai une petite nuance. Les difficultés de François Fillon, elles ont été évidemment amplifiées par toutes les affaires, mais il a déjà des difficultés au soir de la primaire. Quand il a gagné la primaire, il a déjà un problème. Rappelez-vous, il a un problème avec son programme. Et il a tout d'un coup des gens qui commencent à lire son programme, et des gens qui étaient des gens plutôt modérés même, qui se disent 500 000 fonctionnaires. Comment il va faire? L'assurance maladie. L'assurance maladie, la sécurité sociale, qui est quelque chose auquel il faut quand même faire très attention en France parce que c'est un bien commun. Donc il a commencé déjà une campagne en difficulté. Et après, il y a les affaires. Et alors moi, si vous me permettez, sur les affaires, je le dis, je le redirai à chaque fois, je pense qu'il y a des dirigeants de droite qu'on ne voit pas, parce qu'ils étaient derrière, qui portent une lourde responsabilité dans la manière dont cette campagne s'est menée. Parce que, quelles que soient les choses sur le plan judiciaire,
Et Dieu sait si je suis très attentif à la présomption d'innocence. Il y a un moment donné où la responsabilité politique, c'est de se dire je ne peux pas faire cela à ma famille politique. Et donc ceux qui l'ont dit ou qui l'ont conforté dans cette candidature, au moment où justement les questions se posaient, ils portent aussi une autre responsabilité. Et j'espère qu'on ne va pas les revoir aux législatives, sortir comme sur le projet, c'est une autre histoire. On peut en discuter longtemps. Moi, je pense que le projet de François Fillon était de nature à redresser le pays. C'est pas du tout le cas. C'est un non-projet, Emmanuel Macron. C'est un non-projet. Hamon avait un projet d'une autre nature qu'on pouvait contester, mais au moins il existait. Julien Drey, Éric Woerth, est-ce qu'il y a eu des responsables politiques à droite qui n'auraient pas dû laisser François Fillon se présenter? Enfin, je ne sais pas si c'est simple que cela. François Fillon est issu de la primaire. Ça peut poser beaucoup de questions sur notre capacité à organiser et au fond à tirer les conséquences d'une primaire. Je pense qu'il faudra je pense qu'à gauche comme à droite, on vérifiera tout ça le moment venu. Mais je pense aussi que ceux qui gagnent. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de primaire. Je ne vais pas donner des paroles définitives un soir comme ça. Mais je pense que ça pose une vraie question évidente pour tout le monde. Ça pose aussi une question, c'est que c'est très difficile dans une primaire de rassembler tout son propre camp après, pour une raison simple, c'est qu'on a tendance un peu à radicaliser les choses quand on est candidat à la primaire. Mais enfin, moi, mon truc, c'est pas de pleurer sur le lait renversé, c'est de se dire, il y a demain, et demain, il y a un troisième tour, un quatrième tour, il y a une élection législative. On ne fait pas la réforme et la politique d'un pays uniquement lorsqu'on est président de la République, on l'a fait d'abord à l'Assemblée nationale avec une majorité. On va poursuivre la conversation dans un instant, messieurs. Il est 23h30, je voudrais qu'on rejette un œil sur les estimations qui s'affinent évidemment. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle, 24% pour Emmanuel Macron, 21,8% pour Marine Le Pen. Ils disputeront donc le second tour. 15 jours de campagne débutent demain matin. François Fillon est troisième à 19,9%, puis Jean-Luc Mélenchon 19,3% et Benoît Hamon 6,3%. Écoutons Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. J'œuvrerai, mes chers compatriotes, dans les 15 jours qui viennent, pour que nous puissions ensemble rassembler le plus largement possible autour de ma candidature. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je veux dès à présent construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle. Elle sera faite de nouveaux visages, de nouveaux talents. Chacune et chacun peut y avoir sa place. Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d'où ils viennent, mais s'ils sont d'accord pour le renouveau de notre vie politique, pour assurer la sécurité des Français, pour libérer le travail, pour refonder l'école, pour permettre à chacun de progresser dans la société d'où qu'ils viennent et pour relancer la construction européenne. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes d'outre-mer qui ont exprimé à mon égard une confiance qui m'honore. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. Bonsoir Bruno Gollnisch, merci d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Est-ce que c'est ça la ligne d'attaque du Front National pour ces 15 jours de campagne? Emmanuel Macron, héritier de François Hollande? Oui, je le crois, oui. Il a été quand même le ministre de l'économie de François Hollande. Je sais bien qu'il cherche à le faire oublier par un certain nombre de mots magiques du genre renouveau, etc. Mais ça ne doit pas faire beaucoup illusion. Et je pense que ce sera bien sûr un élément du débat. Quand on a été ministre dans un gouvernement sortant, eh bien, on doit en assumer le bilan. Et il n'est pas fameux, il faut bien le dire. Marine Le Pen a été donnée à 29, 30% dans les sondages. Elle est ce soir à 21,8. Est-ce que vous comprenez pourquoi
Écoutez, elle est qualifiée pour le deuxième tour, ce qui est un événement de portée mondiale, peut-on dire, comme le fut d'ailleurs la qualification de Jean-Marie Le Pen en 2002. J'étais alors directeur de campagne, mais elle l'est avec un score supérieur et davantage de chance, parce que comme me le disait à l'instant un député socialiste, le deuxième tour n'est pas joué. J'ai entendu le discours de M. Macron, plein de bons sentiments, mais très imprécis, comme d'habitude chez lui. Il n'y a pas de contenu. C'est assez filandreux. Le problème, c'est que maintenant, M. Macron va devoir débattre avec Marine Le Pen. Et il va devoir sortir de l'ambiguïté. Et comme le disait le cardinal d'Oretz, c'est généralement à son détriment que l'on sort de l'ambiguïté. Moi, je crois que la partie n'est pas jouée. Bien sûr, elle est très loin d'être gagnée encore pour Marine Le Pen, mais je connais des électeurs de François Fillon qui sont extrêmement déçus et même furieux du fait qu'il ait annoncé qu'il allait voter Macron. Et ces électeurs qui sont attachés aux valeurs traditionnelles, qui sont attachés à l'indépendance de la France, qui veulent juguler le problème de l'immigration, voteront pour Marine Le Pen. Je connais aussi des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je connais des électeurs, vous disais-je, de Jean-Luc Mélenchon qui voteront sans doute à partir du moment où ils sont hostiles à l'euromondialisme, à la dictature financière, et bien qui voteront pour Marine Le Pen. Un dernier mot, s'il vous plaît, Bruno Gollnisch. Un certain nombre le feront. Vous parliez de 2002. On assiste à un nouveau clivage. Vous parliez de 2002 tout à l'heure. Est-ce que Marine Le Pen est une meilleure candidate que ne l'était Jean-Marie Le Pen ? Ce n'est pas dans ces termes que cela se pose. Vous savez, comme dit l'écriture, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Merci, la vie vérifie la sagesse de ses livres. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Bruno Jeudi nous a rejoint. Bonsoir Bruno. Bonsoir, nous sommes toujours avec Julien Drey, avec Éric Woerth, Jean-Marie Le Guen et Ruth Elkrieff. Projection second tour, messieurs, dames, que je vous montre tout de suite. IFOP pour commencer. À chaque fois, vous allez voir une constante pour ces deux études, IFOP ou Harris. Emmanuel Macron est donné largement devant Marine Le Pen au second tour, plus de 60% des voix. On rappelle évidemment que c'est une photographie à l'instant donné, que ça n'a rien de prédictif, qu'il faut être extrêmement prudent avec ces études. Ruth, l'histoire du plafond de verre, pour reprendre une expression qu'on entend non-stop et depuis 2002, c'est une réalité encore au Front National ? C'est ce qu'on va voir effectivement dans 15 jours. Ce que je pense, c'est qu'il y a une campagne à mener là, tout de suite, et que ça a commencé déjà en fait. Il y a depuis 2 heures. Elle a commencé parce qu'aujourd'hui s'est exprimé un rejet d'un certain nombre de partis, d'un certain nombre d'institutions, un rejet, une frustration d'un grand nombre d'électeurs français qui ont dit leur colère, qui ont dit leur scepticisme. Il y a un homme qui effectivement a pris un risque et se retrouve en tête au premier tour, qui est Emmanuel Macron. Il est récompensé d'avoir pris ce risque, mais il n'est pas non plus plébiscité en ce premier tour. Et la campagne qui a mené, elle est une campagne de fond qui doit être menée sur le fond pour les années qui viennent. Parce que l'enjeu, c'est le score de Marine Le Pen au deuxième tour aussi, qui continuera de signifier quelque chose de très important et qui peut lui donner une difficulté ou pas à gouverner. Donc attention, ce soir, ça n'est que le premier tour et il ne faut pas céder à la griserie éventuelle d'un premier tour gagné. Donc on va voir si le plafond de verre, il y a peut-être des personnalités qui vont trouver que le programme de Marine Le Pen, regardez l'euroscepticisme qui s'est exprimé quand même pendant cette campagne, regardez un certain nombre de personnalités de droite qui pourront être Il n'y a pour l'instant jamais eu de ralliement de personnalités majeures ou importantes à droite. Il y a peut-être des électeurs de François Fillon qui seront très déçus, il y a peut-être des personnalités de droite qui rallieront Marine Le Pen, il y a peut-être des électeurs de couche populaire de chez Jean-Luc Mélenchon qui viennent de chez Marine Le Pen, qui peuvent faire l'aller-retour parce qu'ils y trouvent l'expression de leur colère. Donc la campagne, elle n'est pas finie, elle est difficile et il faut la mener. Éric Woerth. Oui, bien sûr que la campagne n'est pas terminée, c'est jamais terminé avant d'avoir gagné, personne ne peut dire cela. Mais en même temps, quand j'entendais tout à l'heure M. Macron appeler au rassemblement, en indiquant que le score serait très important au fond pour la légitimité du pouvoir après, je crois quand même que ça ne veut rien dire le score du second tour contre Marine Le Pen. Au fond, il y a des gens, regardez, nous on va voter pour
pour Macron. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on va soutenir la politique de Monsieur Macron. On y va parce que pour une raison, ça vous est arrivé aussi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut respecter ce que je ne vois pas absolument. très bien. Non, ça, c'est pourquoi très on irait voter pour Madame Le Pen qui veut sortir de l'euro, puis pour 1000 raisons. Donc ça, c'est pas du tout dans notre état d'esprit. Et puis il y a des gens qui sont en colère, qui voteront pour Madame Le Pen parce qu'ils se trouveront pas. Enfin, on voit bien qu'il y a des électeurs qui tout d'un coup vont s'agréger sur l'un ou l'autre des candidats, mais les légitimes ni l'un ni l'autre. Évidemment, la vraie question, j'y reviens, c'est quand même l'élection législative maintenant. Oui, je crois que d'abord il faut respecter effectivement des gens qui pourraient voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils sont en désaccord absolu avec Madame Le Pen, mais qui ne sont absolument pas d'accord avec les orientations d'Emmanuel Macron. C'est tout à fait respectable et il faut faire la part des choses. Par contre, je pense que l'importance du score de Madame Le Pen a un sens sur l'image de la France, sur la capacité, parce que on peut quand même tirer au-delà des chiffres 2 analyses. La première, c'est que Madame Le Pen a fait à l'évidence une mauvaise campagne. Elle est partie avec des taux qui étaient très élevés. Beaucoup d'entre nous pensions honnêtement qu'elle serait très haute. Et on a bien entendu, quand on analyse un peu les choses, le pourquoi, je vous laisserai le décortiquer. Mais en tout état de cause, elle a fait une mauvaise campagne, elle avait du mal. Ces thèmes sont redondants. On voit bien que tout ce qui nous est sorti pour le deuxième tour, c'est du réchauffé, c'est du caricatural, ça ne rassemble pas. Deuxième élément, je crois, pour la France, c'est quand même très important que nous soyons capables de nous rassembler, non pas derrière simplement la personnalité de M. Macron, non pas simplement contre Mme Le Pen, mais pour un certain nombre de valeurs qui doivent être affirmées. Je pense que ce qui est le fondement de la République, ce qui est notre engagement européen, ce sont 2 piliers fondamentaux sur lesquels on doit s'engager et les Français doivent se manifester. Ça aura du sens pour l'avenir du pays. Après, aux élections législatives, il y aura un débat. Très clairement, je crois que la droite souhaitera se manifester et je l'espère que, en tout cas pour ce qui est la gauche du gouvernement, elle voudra participer à une majorité avec Emmanuel Macron, y apporter ses propres valeurs, ses propres exigences en matière de justice, de progrès. Mais Jean-Marie Le Guen, vous parliez à l'instant de l'image que dégage la France avec cette élection à l'étranger. Vous vous souvenez tous et toutes qu'on a regardé par exemple en Autriche, qui se passait très attentif, parce qu'un parti d'extrême droite arrivait en finale face à un écologiste. L'AFP nous dit, après un décompte plus précis ce soir, que c'est un score historique pour le Front National, 6,9 millions de voix. C'est un record historique de suffrage du FN, nous dit l'AFP ce soir. Alors, je suis pas sûr qu'avec les européennes, du coup, voilà, je suis pas sûr que... 6-9, 6-8, quoi, c'est ça qu'ils veulent dire. Oui, mais enfin... Bon, en tout cas, c'est ce que nous dit l'agence France Presse ce soir, mais de toute façon, on est sur un score extrêmement élevé du Front National. Une progression qui se poursuit en un sens, d'une André. Non, justement, je m'excuse de vous le dire, ce soir, malgré tout, le Front National, ils sont qualifiés pour le deuxième tour, mais ils subissent un revers électoral. Absolument. Ils sont pas... Écoutez, moi j'étais sur ce plateau-là. Par rapport au régional de 2015, effectivement, j'étais à 28. J'étais au début de la campagne présidentielle. Alors, j'étais sur vos plateaux à plusieurs reprises. On nous annonçait un score historique et un triomphe. Et même nous, on avait fini par l'intégrer en se disant entre nous, ils vont être très hauts, comment on va faire, etc. Elle est à 21%. Elle a eu très peur de ne pas être qualifiée pour le deuxième tour. C'est pour ça qu'elle était très heureuse ce soir. Ça se voyait qu'elle disait, parce qu'elle a eu chaud. Pour des raisons internes aussi. Voilà, raisons internes. Attendez, Julien, pardonnez-moi, mais j'imagine que des gens vous écoutent et se disent comment ça, c'est un revers pour le Front National. Mais écoutez, souvenez-vous qu'en 2002, il y avait des millions de Français dans la rue parce que le Front National était au second tour. Mais pardon, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'habitude qui se développe. Oui, il y a une présence forte de l'extrême droite, oui. Excusez, on a une différence d'âge, mais il n'y a pas progression fantastique. En nombre du de Front voix, National. pas gigantesque là. En l'occurrence, si c'est 6,9, c'est pas gigantesque. Ça veut dire, et je vais même vous dire une chose. Au regard des événements qui sont passés cette semaine, du drame que le pays a subi, et nous les uns et les autres, on se disait, excusez-moi, mais le terrorisme jouait son rôle dans la campagne électorale, et on sait bien que dans ces moments-là, il y a un réflexe de peur, il y a un réflexe de repli sur soi, et on pensait tous que c'était un service qui était rendu, excusez-moi de le dire, volontaire ou pas volontaire, à la campagne. Fait pour ça. Voilà. Mais tous les scores sont faibles. Tous les scores sont faibles. Donc, personne n'est au-dessus de 25%. C'était quand même le cas lors des 2 dernières présidentielles, où effectivement, on a eu deux candidats la dernière fois qui étaient au-dessus de 25. Cette fois-ci, on a des candidats. Parce que nos concitoyens sont complètement déboussolés. 6 millions de chômeurs, ça déchire un tissu social à la longue et ça devient insupportable. Et donc, on a des concitoyens qui vont de l'un à l'autre sans trop bien savoir qui choisir et sans trop bien savoir qui croire. Certains se réfugient au Front National, d'autres se réfugient dans des valeurs nouvelles.
les troisièmes hésitent. Enfin, voilà, c'est la réalité des choses. C'est aujourd'hui une élection présidentielle qui montre une France extrêmement déboussolée. Juste pour revenir au début de la discussion, la question que vous avez posée, Jean-Baptiste Boursier, sur le second tour. Alors certes, ce sont des projections. Ce qu'on voit quand même, c'est une progression de Marine Le Pen au second tour, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans pour Jean-Marie Le Pen, qui ne progressait pas. Et là, quand même, elle progresserait sur cette base-là de manière plus que sensible. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y aurait une vraie progression, ce qui interroge, je trouve, par rapport au discours d'Emmanuel Macron ce soir, qui était peut-être un discours de second tour, peut-être pas un discours de soir de premier tour, où il faut quand même, pour Emmanuel Macron, il faut entraîner pour contenir Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses peut-être sur le dessin qu'il veut faire. Il va y avoir un débat à télévision. La différence avec 2002, il y aura un débat. Excusez-moi, résultat partiel du ministère de l'Intérieur qui nous sont communiqués à l'instant. Emmanuel Macron est donné en tête donc avec 23,55% des voix. Marine Le Pen deuxième avec 22,32% des voix. François Fillon 19,88% des voix et Jean-Luc Mélenchon 19,01% des voix. Bon, ça conforte nos estimations de début de soirée. Il y a un point de différence donc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour poursuivre ce qu'on disait et pour aller dans le même sens, la différence avec 2002, c'est qu'entre-temps, Marine Le Pen, elle s'est implantée localement. Elle a eu des élus locaux, au départemental, au municipal, au régional. Donc c'est aussi une autre histoire. Ça n'est plus du tout l'histoire de 2002. C'est même évidemment une forme d'opposition nouvelle d'un parti qui s'installe à la tête de l'opposition face à un candidat aujourd'hui venu également on va dire du centre aujourd'hui, mais enfin c'est une configuration tout à fait nouvelle, mais dans laquelle au deuxième tour, c'est elle qui est l'opposition. Donc le paysage politique après le deuxième tour, il est totalement différent. Évidemment, il y a les législatives qui seront la recomposition du paysage, mais c'est absolument à prendre en compte. Ça n'est pas gagné d'avance. Il faut, pour Emmanuel Macron, une campagne de fond sérieuse, parce que il y a des thèmes sur lesquels Marine Le Pen mobilise les Français. Bonsoir Cécile Duflot, merci d'être avec nous, 23h45. Je vous répète ces résultats. Donc, le résultat partiel du ministère de l'Intérieur que vous découvrez à l'instant à l'écran. 23,55 pour Macron, devant Le Pen 22,32, 19,88 pour Fillon, 19,01 pour Mélenchon, 6,2 pour Benoît Hamon. Il n'y a pas de parti de gouvernement au second tour de la présidentielle en France, Cécile Duflot. Et le candidat du PS et de ses alliés est à 6,2% ce soir. Oui, c'est un grand chambardement politique. Une opération magistralement réussie par Emmanuel Macron en un an, et là, l'élimination au second tour des deux principales formations politiques de ces plus dizaines de dernières années, et un très gros score pour Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, c'est un vrai chambardement. Mais j'ai bien entendu ce qu'a dit Rutel-Krief, on n'est pas du tout en 2002. C'est pas un choc. Marine Le Pen au second tour, c'est une évidence. C'était même annoncé. Et on a pu s'étonner qu'elle ne soit pas en tête. Donc le second tour est très différent. Mais comme vous savez ce que sont les soirées électorales, on va de plateau en plateau. J'étais juste avant de venir chez vous sur France 2 et je dis la même chose. Je dis que je voterai sans hésiter pour Emmanuel Macron, mais que Emmanuel Macron doit être conscient que ceux qui vont voter pour lui à ce second tour, c'est pas des gens qui sont d'accord avec son projet. En tout cas, c'est pas mon cas, même si je ne vais pas hésiter à voter pour lui, et qui doit avoir la conscience de cette situation, parce que je crois que le second tour ne va pas être du même ordre que celui qui a permis à Jacques Chirac d'être élu, parce qu'il y a le souvenir aussi de ce qui s'est passé après. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de prudence, beaucoup de modération, beaucoup de détermination, et son porte-parole m'a renvoyé une réponse qui m'a beaucoup surprise, et c'est ce que j'ai aussi entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est normal de se sentir très, très fort le soir d'une victoire. J'espère que la nuit leur portera conseil, parce que je pense que tout le monde doit être bien conscient que ce second tour n'est pas écrit d'avance. Voilà. Et qu'il faut que des gens qui ne partagent pas le projet d'Emmanuel Macron votent pour lui. C'est mon cas et je pense que c'est nécessaire. Oui, c'est tout à fait exact. Je le disais tout à l'heure pour Éric Woerth et la droite. Un certain nombre de gens vont voter de droite, vont voter pour Emmanuel Macron. Ce sont des républicains. Il faut d'ailleurs le souligner. Nous l'avions fait nous-mêmes au moment des élections régionales dans la région PACA ou dans la région Hauts-de-France. C'est quelque chose de juste. Et en même temps, il faut être clair aussi. Je pense
pense que derrière, il faut se projeter. Il ne faut pas oublier que le second tour doit être mené, mais derrière, il y a effectivement une recomposition politique à faire. Cette recomposition politique, il faut que la gauche clarifie un certain nombre de choses. Il y a depuis maintenant 4 ans, il y avait une volonté de la gauche de gouvernement de s'attaquer à un certain nombre de questions, y compris de réformes, qui peuvent être difficiles, qui doivent être discutées, mais qui sont nécessaires. Et puis il y a une gauche qui se met dans le refus et qui, en plus, a joué un rôle pendant les 5 dernières années, et y compris pendant cette élection, avec la candidature de Benoît Hamon, qui signe quelque part l'échec des frondeurs. Cette orientation politique-là, elle est en échec. Elle a, d'un côté, perdu des électeurs du côté d'Emmanuel Macron, et elle a même amené un certain nombre d'électeurs chez Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement, elle s'est déshabillée complètement pour être dans une impasse. C'est ce que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de rappeler au début de la campagne de Benoît Hamon, en lui disant attention, tu es dans l'impasse. Notamment, Cécile Duflot m'excusera, mais le rapprochement avec Europe Écologie Les Verts, qui était quand même une toute petite organisation, le fait qu'en fait cette candidature est sortie de la logique traditionnelle de ce qu'est le Parti Socialiste, où il y a une dimension écologiste, mais il y a aussi d'autres dimensions, pour se mettre sur des positions beaucoup plus radicales, l'ont isolé de sa famille politique et l'ont pas mis en situation d'être compris par les Français. Tous les deux, il y a du travail avant les législatives. Non, mais je pense que sincèrement, je ne vois pas comment. Je crois qu'il faut clarifier les choses. Bien. Non, mais s'il y a une gauche qui veut assez clair jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de PS bientôt? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Clarifier les choses. D'abord, le PS doit changer. Le PS doit changer, mais Cécile Duflot n'est pas au Parti Socialiste. Il n'y a pas de scission. Je dis simplement, ceux qui... ou bien il y a des gens qui veulent rester sur la ligne des 6%, c'est leur droit. Ou il y a des gens qui vont aller avec Jean-Luc Mélenchon, c'est leur droit. Et il y a des gens qui veulent être dans la majorité présidentielle. Juste après, je voudrais que Cécile Duflot puisse répondre à Jean-Marie Le Pen. On va faire un petit exercice. On revient il y a 5 ans. On fait la soirée électorale. Nous avons gagné ensemble avec Jean-Marie Le Pen. François Hollande est président de la République. Le bilan de ces 5 ans. Et moi, vous savez, j'ai quitté le gouvernement en 2014 parce que je pensais que la nomination de Manuel Valls et l'amplification de cette ligne allaient au-devant de la catastrophe. Marine Le Pen n'était pas au second tour de la présidentielle. La gauche détenait quasiment toutes les régions, le Sénat, les départements, toutes les grandes villes. Et 5 ans après... Nous avons été empêchés en permanence, notamment sur ces il y avait des gens qui venaient de gauche dénoncer la politique du gouvernement. C'était pas crédible. Je continue. 5 ans après, le bilan de ce quinquennat, ça a été de perdre les régions, de perdre les grandes villes, de perdre le Sénat. C'est important d'un bilan d'un gouvernement, c'est ce qu'il fait pour la France. Moi, je vais laisser la gauche. Cécile Duflot termine, vous ne pourrez pas en la parole ensuite. Vous êtes deux, vous pouvez me couper la parole à deux. Je vais terminer si vous permettez. On est deux. Non, on n'est pas deux là. Ça va être assez rapide. Faites des confusions là. Non, en revanche, s'il vous plaît, messieurs, si vous faites silence tous les deux pour le coup un instant pour laisser terminer Cécile Duflot, ce sera bien mieux. Merci. Cécile Duflot, je vous en prie. Et vous savez, quand on est interrompu, c'est pas seulement qu'on est interrompu, c'est qu'on a du mal à reprendre le fil de ses idées, à faire une démonstration. D'ailleurs, c'est un exercice, vous me permettrez, c'est tard, ma minute féministe. C'est une règle générale que ce sont toujours les femmes qui sont interrompues. Ça vaut pour les journalistes comme pour les femmes politiques. Ça, c'est le truc classique. Oui. Bon, s'il vous plaît, alors avançons. Cécile Duflot, terminez votre propos, s'il vous plaît. Je vais reprendre depuis le début. Donc, il y a 5 ans, François Hollande est élu président de la République. La gauche a gagné les régions, a gagné les départements, les mairies et le Sénat. 5 ans après, le président de la République n'a pas été capable de se présenter. Et le Premier ministre qui s'est présenté à la primaire a été éliminé. Donc, on ne peut pas dire que les électeurs qui ont participé à la primaire, qui sont ceux qui ont fait la majorité de gauche, ont fait le choix de soutenir le travail qui a été celui de la fin de la majorité. Et là où Jean-Marie Le Pen se trompe, c'est pour qui ils ont voté, on va se dire les choses franchement, ou ils n'ont pas voté pour Benoît Hamon, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, une grande partie d'entre eux. Pour Macron, peut-être un petit peu, non? Ce qui fait, si vous additionnez... Je sais bien qu'il n'est pas de gauche de votre point de vue. Il a fait combien, François Hollande, au premier tour en 2012? 26 ou 27. Voilà, donc vous additionnez 19% de Jean-Luc Mélenchon et 7% de Benoît Hamon, vous arrivez à 26%. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un sujet. Il y a quand même... Attendez, là... Non mais si... Eric Woerth, je vous rappelle, chacun puisse cette année, mais Jean-Luc Mélenchon était candidat en 2012. Je veux juste terminer la question. Bah oui, mais la question, c'est celle du projet qu'on porte. On n'interrompt pas Madame Duflot, parce que comme elle parle sans arrêt, c'est... Allez-y, Eric Woerth, s'il vous plaît. C'est un peu nul, ça. Oui. Ah bon? Vous trouvez? Bah oui, parce que j'ai pas parlé avant d'arriver, donc et vous êtes là depuis un petit moment. S'il vous plaît, beaucoup d'entre nous ne parlent pas. Excusez-moi, Eric Woerth, est-ce que vous voulez la parole? Alors, dites-nous.
Non, mais moi je ne vais pas mêler des débats à gauche. Ce quinquennat a été absolument un désastre pour le pays et probablement pour beaucoup. Voilà, il se termine de cette façon-là, et c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la France. C'est pour ça que moi je veux revenir sur non pas le deuxième tour, parce qu'il nous concerne finalement relativement peu. On fera notre devoir et puis c'est tout. Mais nous devons nous concentrer sur l'élection législative. Il y a derrière beaucoup de parlementaires, il y a derrière beaucoup de candidats. 577 candidats de droite, du centre, qui se présenteront dans chacune des circonscriptions et qui porteront un projet de la droite et du centre, et qui sera un projet différent de celui du gouvernement, et qui sera un projet, j'espère, pour lequel les électeurs pourront se déterminer. C'est une nouvelle séquence politique. C'est pas la même. Elle peut être extrêmement différente. Alors dans celle qui s'ouvre là ce soir, Bruno Jeudi, il y a 15 jours de campagne avant le second tour. On va parler quoi, d'Europe ? Sans doute. On imagine que Marine Le Pen va vouloir parler immigration aussi. Dans la confrontation avec Marine Le Pen, le débat sur l'Europe risque d'être vraiment au centre de cet entre-deux tours. D'ailleurs, la question sur l'Europe est probablement une des rares qui a réussi à se nouer un peu entre les candidats dans une campagne où finalement ça a été difficile. Et à partir de ce débat, du seul débat entre les 11 candidats, la question de l'Europe s'est nouée. C'est peut-être la seule chose finalement qui a un peu émergé sur cette fin de campagne compliquée, où peu de thèmes ont finalement pu s'imposer. Donc je pense qu'effectivement ce sera vraiment la question centrale, surtout que là on a vraiment ce que cherchait d'ailleurs Marine Le Pen, à avoir cette confrontation entre ce qu'elle appelle, elle, les patriotes et les mondialistes. Quelque part, c'est aussi la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron qu'il veut refonder, qu'il veut dynamiser, hein, sur les mots qu'il a employés ce soir. Et Marine Le Pen, qui est évidemment sur une vision aux antipodes. Elle veut la sortie de l'Union européenne, elle veut la sortie de l'euro, et c'est même la question qu'elle voudrait poser dans un référendum si elle était élue. Ruth. Non, c'est sûr, le débat, il sera sur l'ouverture à un pays protectionniste et avec des frontières nationales, ou une Europe plus ouverte mais avec des frontières européennes. Et donc ça sera un débat beaucoup moins sur le clivage droite-gauche. Encore une fois, 2 candidats arrivent au deuxième tour, ne sont pas issus des partis de gouvernement qui ont dominé la vie politique ces 30 dernières années. Donc on sera sur d'autres clivages, on sera sur des clivages sociologiques, sur des clivages ouverture-fermeture, sur des clivages protectionnisme, ou ouverture des frontières, etc. Donc c'est un débat difficile qui touche beaucoup de gens, qui sont des clivages nouveaux et sur lesquels rien n'est acquis, parce que ça fait écho à des inquiétudes et des frustrations des Français aujourd'hui. Cet entre-deux tours sera sans doute dur, mais il va y avoir des échanges d'idées, ça certainement, tant les clivages entre les 2 candidats sont profonds, très marqués. Oui, et des différences de positionnement aussi, parce que tous les 2 ont eu, avec des manières diverses, l'idée, comme l'a dit Ruth El-Krief, de rompre avec les anciennes formations politiques, avec les anciens modes de fonctionnement. Mais c'est 2 visions finalement aussi très, très centrées sur la personne qui porte le projet. C'est des visions beaucoup moins collectives. Donc c'est sûr que ça recèle beaucoup de risques. Beaucoup de risques parce que vous avez raison sur la question du clivage sur l'Europe, mais si on a bien écouté ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce soir, et moi j'ai porté attention à ce qu'il dit, je n'imagine pas une seconde qu'il ne votera pas contre le Front National. Mais quand même, à 3 reprises, il a dit les 2, en les mettant à égalité, les deux. Sur ces questions européennes, il a aussi été très dur. Donc, je ne dis pas du tout ses positions à lui ou à ceux qui l'entourent, mais ses électeurs. Quel va être le message qui va fonctionner chez eux? C'est pour ça que je dis que la responsabilité d'Emmanuel Macron est très grande dans l'idée de pouvoir accueillir les votes de gens qui ne sont pas forcément complètement sur ces positions. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Un débat entre le centre-gauche et l'extrême droite, c'est pas un débat. Merci beaucoup. Dans un instant, reste avec nous, suite de cette soirée exceptionnelle, premier tour de l'élection présidentielle et ses résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur ce soir. Emmanuel Macron en premier à 23,55, suivi de Marine Le Pen à 22,32. Ces deux-là donc sont au second tour. François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon sont éliminés. À tout de suite.